Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur le Salon des maires pour cette prochaine table ronde intitulée Artisans, commerçants, professions libérales, mieux les accompagner sur les territoires. Alors, le secteur d'activité des professions libérales représente plus de 1,7 million de professionnels et emploie près d'1,3 million salariés, avec plus de 350 000 professionnels libéraux qui se créent chaque année. Le chiffre est assez important dans notre pays. La création d'entreprises dans le secteur libéral est donc particulièrement dynamique. On va en parler avec nos invités autour de la table. Christophe Sens, président de l'UNAPL, bonjour. Bonjour. À vos côtés, on retrouve Aurélien Bertrand, épicier à La Roque de Fa, épicier de France. Bonjour. Bonjour. Et François Boudier, président Union régionale Normandie du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Christophe Sens, puisque Monsieur le Président, l'UNAPL a récemment réaffirmé sa volonté d'accompagner de plus en plus les professions libérales dans les territoires ainsi que la création d'entreprises en dotant chaque région d'une ou de plusieurs maisons des professions libérales. Est-ce là votre priorité? Quel sera l'objectif ou les objectifs de ces maisons? Alors, les maisons des professions libérales, c'est le pendant de ce qui existe pour les artisans, chambres de métier, pour les commerçants, chambres de commerce et d'industrie. Nous avons, et vous l'avez dit, 350 000 créations. Aujourd'hui, sur le territoire, il n'y a rien qui permet de les accueillir, de les former, de les informer. Et donc, l'objectif de l'UNAPL, c'est justement de faire face à cette carence en créant une maison de professions libérales sur tout le territoire, régional, mais pas que régional, c'est être le plus proche des territoires pour qu'on puisse donner des services de la formation à l'antécréation. Un jeune qui veut se créer ou qui a l'idée de se créer, eh bien, il aura des services. Il aura des services dans la formation, des services également avec des partenaires, je pense notamment avec le monde bancaire et autres. Voilà. Et d'ailleurs, on a des premières maisons qui ont été labellisées à Bordeaux et à Nice. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a fait le pari de ne pas être un établissement public. Nous sommes donc une alliance entre l'UNAPL, qui est l'organe représentatif territorial des professions libérales, l'ORIFPL, qui est un organisme de formation et d'information, et le réseau de la conférence des ARAPL, l'ex-OGA, qui sont sur le territoire et qui ont une compétence dans les professions libérales. Voilà. Merci beaucoup, Christophe Sens. Aurélien Bertrand, j'aimerais qu'on parle généralement du rôle de l'épicerie, du rôle de l'épicier, et pourquoi est-ce que c'est un métier, un commerce crucial dans les zones rurales? Alors déjà, c'est un commerce crucial parce que c'est souvent le dernier commerce qui reste dans un village ou à l'échelle d'un territoire. C'est le commerce aussi du premier kilomètre, c'est celui qui est là quand tout a fermé, quand les services publics ne sont plus là, quand il y a le désert, l'épicier est là et donc il remplit sa mission, bien entendu. Sa mission première, c'est de fournir des denrées alimentaires aux consommateurs, mais surtout en ruralité plus qu'ailleurs, il a une mission de maintenir ce lien social qui est fondamental entre les générations. La ruralité, elle est à la croisée des chemins, il y a la population qui est vieillissante, il y a un nécessaire renouvellement qui est obligatoire, et donc l'épicerie va permettre de catalyser cela, c'est-à-dire d'être une source d'appui à la population vieillissante, puisque l'épicier va souvent faire des livraisons, être le commerce là qui est encore ouvert, là où on va pouvoir accueillir tout un tas de services à destination de la population vieillissante, mais aussi un commerce qui va permettre d'attirer des nouveaux arrivants. Lorsque les agents immobiliers scrutent un territoire, ils regardent les commerces qu'il reste. Et c'est vrai que quand il y a une épicerie dans un village, c'est beaucoup plus facile de vendre ensuite des maisons et de repeupler des territoires. Très clairement, oui. Merci pour toutes ces précisions. François Boudier, comment les pouvoirs publics redynamisent les centres-villes? J'aimerais qu'on parle précisément du dispositif Action Cœur de Ville, lancé en 2018. Oui, alors peut-être préalablement, avant de parler d'Action Cœur de Ville, revenir un petit peu en amont, enfin en aval plutôt, sur la décennie 2010, avec tout à fait en début la création de la loi MAPAM, modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles, puis la loi NOTRe, qui a donné davantage de compétences auprès des régions et auprès des EPCI, donc des établissements à coopération intercommunale, mais d'assez grande ampleur.
ce qui a, conduit à concentrer de plus en plus les services vers les métropoles. Et donc ça a joué un rôle important au niveau des villes moyennes, puisqu'elles se sont un peu désertifiées. En fait, les services, l'activité, tout ça est parti vers les métropoles, et on a ressenti effectivement au sein des territoires une perte de vitalité dans les collectivités, les villes moyennes, les villes un peu plus grandes aussi, et une paupérisation des cœurs de ville aussi, puisque effectivement on était sur de l'habitat bien souvent indigne, et en fait une perte de vitesse, la vacance commerciale, etc. Donc l'État en 2018, oui, effectivement, a perçu cette situation et a donc décidé d'engager un grand programme, donc Action Cœur de Ville. C'est au départ un programme qui a été étalé sur 5 ans avec 5 milliards à la clé, et qui a conduit à ce que à peu près 222 villes au départ, maintenant on est dans la deuxième phase et on arrive à 245 villes, ont bénéficié de ce programme qui a permis de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs publics pour pouvoir effectivement retravailler sur la dynamisation. L'avantage de ce projet, et ça a été effectivement perçu par tous les maires, on peut le dire, qui ont bénéficié de ce programme, c'est qu'ils avaient la main. L'État n'est pas intervenu sur ce programme en disant « voilà, je voudrais que vous avanciez dans tel ou tel domaine ». Non, ce sont les maires et les conseils municipaux et les EPCI qui ont proposé un projet et qui ont postulé dans le cadre de ce projet pour pouvoir effectivement bénéficier de l'aide, que ce soit sur l'approche commerciale, mais aussi l'aménagement urbain, en fait toutes les problématiques que rencontrent les collectivités et notamment les villes moyennes. Merci pour ces explications. J'aimerais également que vous nous parliez du programme Petite Ville de demain. Alors, c'est un programme qui est arrivé par la suite parce qu'effectivement, on s'est dit, bon, il y a les villes moyennes qui sont au-dessus de 20 000 habitants, mais qu'est-ce qui se passe sur les territoires plus ruraux, moins de 20 000 habitants, avec bien souvent des problèmes de centralité, les communes qui sont identifiées. Et donc, c'est un programme qui lui, a permis à 1600 collectivités de petite taille démographique de bénéficier aussi de cet accompagnement. Alors il est porté, par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, donc la NCT, qui a été créée en 2019 pour pouvoir justement accompagner les territoires. Et donc ce sont les préfets qui ont la main sur effectivement les sujets. Donc c'est pour aider également les petites collectivités à travailler, ne serait-ce que pour avoir une coque commerciale qui puisse être dynamisée, quoi, en fait. Voilà. Peut-être un mot à ajouter sur ce qui vient d'être dit sur ces programmes, Christophe Sens? On y est tout à fait en phase. On parlait de territoire. Tout à l'heure, j'ai parlé de territoire. On est en phase totalement. C'est-à-dire de faire confiance au territoire, de laisser la main au territoire pour s'organiser. Tout à l'heure, je vous ai parlé que les maisons des professions libérales étaient une alliance. On n'a pas voulu quelque chose de très figé, très vertical. C'est tout à fait en phase. Il faut garder cette souplesse et cette innovation sur les territoires. Alors moi j'aimerais aussi qu'on parle un peu plus des épiciers, puisqu'on vous a avec nous, Aurélien Bertrand. Comment est-ce qu'on peut accompagner les épiciers pour relever le défi de la ruralité? Monsieur le Président, comment est-ce qu'on peut les accompagner? En le faisant prendre part à ces maisons des professions libérales, en donnant des aides financières, un accompagnement spécifique, des formations, je ne sais pas? Alors, je pense que déjà les chambres de métiers sont... les chambres de métiers et notre fédération aussi professionnelle qui accompagne donc les porteurs de projets, les épiciers en place, pour se professionnaliser, pour élargir leurs offres, pour permettre d'attirer, d'augmenter la zone de chalandise et pour permettre de créer effectivement un cercle vertueux avec les producteurs locaux, avec également les collectivités locales pour que tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire que la collectivité locale ait un commerce dans son village qui doit être une fierté et pour les consommateurs, bien évidemment, au bout du compte. Et je rebondis, si vous me le permettez. Et là, je prends ma casquette de l'UDP. On est là, l'UDP, qui rassemble l'ensemble des confédérations, des métiers. Et je dirais ne pas rester seul, ne pas être isolé. Le problème, c'est l'épicier seul, au fin fond de sa ruralité. S'il est dans une fédération, il va avoir l'information, il va avoir la formation, il va avoir certains éléments. Il va pouvoir être avec les collectivités. Par contre, s'il reste isolé, et notre problème à tous, et c'est mon problème également avec ma casquette là, de président de l'Union des professions libérales, c'est d'éviter l'isolement. Oui. Notre vrai sujet, c'est l'isolement. Et ça, il faut qu'on le sorte pour retrouver le corps
alors je ne dirais pas le corporatisme, parce que c'est des mots qu'il ne faut plus réutiliser, mais retrouver un corps pour qu'ensemble, on puisse justement affronter les défis de demain. François Baudier, Je oui. voudrais juste rebondir sur ce que dit M. Sens, parce qu'effectivement, c'est aussi l'objectif. Bon, la Centre-Ville en Mouvement, qui est une association qui regroupe beaucoup de collectivités qui sont, membres d'un réseau. Et le réseau, c'est important, c'est aussi partager les expériences, permettre effectivement à voir ce qui se passe dans les autres territoires pour voir comment on peut les consolider, ou en tout cas profiter de ces expériences. Ouais. Très bien. François Baudier, je reste avec vous. La qualité d'un tissu commercial de proximité est aujourd'hui reconnue comme un marqueur fort de l'attractivité d'une commune, ça on le sait. Il est possible de redynamiser la ville par la foncière commerciale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce principe de foncière commerciale ? Alors déjà, vous dire qu'on a fait un baromètre avec CSA, avec la NCT, avec Cities Media. Et en fait, ce 9e baromètre, on montre qu'effectivement, les Français sont très attachés à leur cœur de ville. 64% des Français sont attachés donc à l'espace de centralité des villes. Et c'est vrai que, on le voit bien, on est au Salon des maires. C'est la crise aujourd'hui. En fait, je veux dire, les maires sont un peu révoltés par rapport au manque de moyens. Donc c'est comment trouver des solutions pour pouvoir effectivement apporter une réflexion sur les locaux, sur la vacance, etc. Mais les collectivités, elles ne peuvent pas le faire seules. Elles n'ont pas les moyens de le faire. Il y a eu pendant une période le droit de préemption sur les baux commerciaux, mais on l'a fait au départ. Il y a quelques années, c'était quand il y avait que les services qui s'installaient dans les centres-villes. C'est-à-dire qu'un petit commerçant partait et on avait une banque, on avait une agence immobilière, des assurances qui venaient. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que pour reconstituer un tissu commercial dense qui permette effectivement d'engager une dynamique, il faut travailler sur des opérations un peu plus lourdes. Et les collectivités, à moins qu'elles soient très grandes, ne peuvent pas le mener seules. Donc, il y a la mise en place. Alors, il y avait ce qu'on appelait les établissements fonciers avant, qui existent toujours. Il y en a dans certains départements, mais bien souvent, il n'y a pas de capacité à pouvoir investir, faire le rachat de bâtiments, travailler sur le diagnostic, sur les travaux, sur la gestion et après la revente, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est la foncière commerciale. Elle a pour but de se substituer parce qu'elle a les moyens, parce que c'est c'est mixte en fait. Il y a du privé, il y a des partenaires, il y a le public bien évidemment, et ça permet d'avoir des moyens beaucoup plus importants pour pouvoir appréhender, je veux dire, les îlots qui nécessitent effectivement un réinvestissement et en tout cas une rénovation. Parfait. Peut-être un mot pour conclure, Christophe Sens, sur ce sujet. Tout simplement pour vous féliciter, parce qu'effectivement, on voit bien que quand il y a l'alliance privée-publique, quand il y a l'ingénierie des deux côtés, on peut faire des choses intéressantes. Et je pense qu'il faut, encore une fois de plus, faire confiance au territoire et nous faire confiance les uns et les autres. Je crois qu'on sait faire les uns et les autres. Voilà. Les uns et les autres ensemble. Aurélien Bertrand. Faire confiance au territoire, effectivement, au niveau local, parce qu'il y a des initiatives qui se mènent et qui doivent être encouragées. Ne pas attendre que ça vienne forcément du national, mais surtout rappeler aussi que toutes ces entreprises locales créent des richesses, ne sont pas que des demandeurs de subventions, mais qui créent aussi des richesses sur le territoire. Effectivement, on a des salariés, on paie des cotisations sociales, on reverse de la TVA, etc. C'est vraiment une richesse pour le territoire. Et lorsqu'on arrive à installer des commerçants, lorsqu'on arrive à installer des entrepreneurs, l'État fait des économies. Donc l'essentiel, c'est de réinstaller partout où l'on peut des territoires, des entrepreneurs, faire vivre ce lien social qui est fondamental, surtout dans les temps qui courent, où il y a un individualisme grandissant. Et donc il faut encourager toutes ces initiatives et vraiment les soutenir et les porter. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois de nous avoir parlé et échangé autour de ce sujet important d'accompagnement des artisans, des commerçants et des professions libérales. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour d'autres sujets, d'autres tables rondes tout au long de cette première journée sur le Salon des maires.